Oui, je vais d'abord me présenter. Oui, je m'appelle David Canter. Je suis professeur d'études environnementales normalement à NYU, New York University. Je suis à Paris pour une période de 18 mois pendant laquelle je suis prof invité à l'école de droit de Sciences Po ainsi que l'Institut Society and Organizations à HEC. Et mes recherches portent sur la science et la gouvernance de la pollution azotée à l'échelle régionale, nationale et globale. La pollution azotée, notamment d'origine agricole, est ce que les anglophones appellent un wicked problem. Contrairement à d'autres problèmes environnementaux, l'azote est une ressource essentielle à la vie et à la production agricole. Il est reparti sur des millions d'hectares, ce qui rend la mise en œuvre des politiques très difficiles. Et la plupart des politiques sont axées exclusivement sur les agriculteurs. Non seulement les agriculteurs constituent un lobby politique puissant, mais leur capacité à réduire la pollution azotée est limitée par toute une série de forces économiques, politiques et culturelles qui animent le système agroalimentaire. Par conséquent, se concentrer uniquement sur les agriculteurs n'est pas le moyen le plus efficace de s'attaquer à ce problème. Et l'idée de ce projet était d'élargir notre vision de cette gouvernance au-delà des agriculteurs pour inclure tous les grands acteurs du système agroalimentaire. Tu peux montrer le prochain slide, Olivia, merci beaucoup. Alors, c'est un projet qui a commencé aux États-Unis, parce que moi, je suis basé aux États-Unis et ça a commencé il y a quelques années. Et c'était motivé par le fait qu'il existe très peu de politiques environnementales efficaces dans le secteur agricole américain. D'où cette idée de se concentrer sur les autres acteurs du système agroalimentaire qui peuvent jouer un rôle dans les décisions prises par les agriculteurs. Bien sûr, le contexte français est très différent, avec un système réglementaire beaucoup plus robuste et des objectifs politiques plus ambitieux. Néanmoins, les résultats ne sont pas toujours là, comme on a pu le constater en Bretagne, avec le problème des algues vertes. En plus, la nouvelle Farm to Fork Strategy de l'Union européenne prévoit une réduction de la pollution azotée de 50% d'ici à 2030, un objectif extrêmement ambitieux qui n'est pas tout à fait possible avec les politiques en place aujourd'hui. Alors, l'objectif de ce rapport est donc d'introduire une approche plus systémique et de présenter les propositions politiques qui en découlent. Il est le fruit d'une année de travail au sein de la clinique juridique de Sciences Po sous la direction de Jeremy Perelman et grâce à ces trois étudiants brillants que vous allez entendre aujourd'hui. Et je leur laisse maintenant la main pour vous présenter ce rapport et notre méthodologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, et bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter rapidement notre équipe et ensuite pourquoi est-ce qu'on a choisi de se focaliser sur les algues vertes. Donc, nous sommes une équipe de 3 étudiants et étudiantes en master à Sciences Po Paris, réunis dans le cadre d'un projet, comme a dit David, de clinique de l'école de droit. Une clinique, c'est un programme pédagogique qui est à mi-chemin entre un cours théorique et des stages pratiques. Pour vous expliquer un petit peu, c'est articulé autour d'une mission d'intérêt public et qui s'appuie sur un engagement actif et approfondi à la fois des enseignants, des étudiants, mais aussi des partenaires. En l'occurrence, pour nous, c'était à la fois notre enseignant et notre partenaire, David Canter, avec ses recherches. Et du coup, nous, on a eu la chance d'avoir un projet avec une dimension de recherche scientifique intégrée, en ayant l'ambition d'intervenir dans un débat à la fois académique et public. Notre projet s'appelle donc Governing Nutrient Pollution Beyond Farmers, ce qui pourrait se traduire en français par gouverner la pollution par les nutriments au-delà des agriculteurs. Nous l'avons débuté en septembre 2021 et il s'inscrit dans l'axe justice environnementale et transition écologique de notre clinique. Il faut savoir qu'il est encore en cours sur cette nouvelle année universitaire avec un nouveau groupe d'étudiants et avec une fois de plus David en supervision. Nous avons des profils et des parcours très différents et complémentaires. Jémilie Jaffar est sociologue de l'environnement de formation et elle est également inscrite en master de politique environnementale à l'École des affaires internationales de Sciences Po. Elle est passionnée de l'industrie textile et cherche à participer à sa transition. Je lui passerai la parole ensuite. Nous avons également ici aujourd'hui Olivia, qui est ingénieure de l'École des mines de Paris, spécialisée donc en méthode de conception et qui possède un master également de droit économique à Sciences Po qu'elle a terminé l'année dernière. Elle a choisi de se spécialiser en gouvernance environnementale et de travailler tout particulièrement sur les possibilités de mobiliser ensemble la science et le droit pour accélérer la transition écologique. Et moi-même, je suis étudiant dans le master de politique environnementale de l'École des affaires internationales de Sciences Po, mais aussi engagé depuis plusieurs années dans différentes associations environnementales et passionné d'écologie scientifique. Et je possède également quelques connaissances en agronomie.
Dans notre travail, nous avons en outre été supervisés par David Kanter, qui s'est présenté et qui est donc spécialisé sur les études environnementales et sur le monde agroalimentaire. Je ne vais pas le représenter à nouveau. Nous avons choisi de nous focaliser sur le cas des algues vertes, en Bretagne spécifiquement. D'abord parce qu'elles se développent en raison d'un excès d'azote dans les baies, évidemment, mais aussi parce que ce cas présente des caractéristiques spécifiques intéressantes pour nous, notamment le fait que la pollution est générée en Bretagne par les agriculteurs bretons dans la très grande majorité, et ses conséquences, la prolifération des algues vertes, affecte ce même territoire localement, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pollutions diffuses, comme les pollutions azotées. C'est aussi ce qu'évoquait David avec le problème des wicked problems, avec le fait que c'est un wicked problem, justement, un problème assez compliqué où souvent, par exemple, on peut penser au golfe du Mexique, où en fait, les émetteurs de la pollution ne subissent pas directement ces conséquences. Donc nous, on a la chance d'avoir ce cas d'étude. Et en outre, c'est aussi un enjeu extrêmement important puisque les algues vertes bretonnes sont soupçonnées d'avoir causé la mort de plusieurs personnes et d'avoir causé des maladies respiratoires et chroniques depuis les années 80, propulsant en fait cette question des algues vertes comme un des enjeux environnementaux principaux du territoire breton. Et pour vous introduire un petit peu à notre démarche, on vous propose de commencer avec une vidéo que nous avons publiée en fin novembre 2021 dans le cadre de la concertation citoyenne du 7e plan d'action régional nitrate. Elle résume bien notre projet et ensuite je laisserai la main à Olivia et Gémilie pour présenter nos méthodologies. Gémilie qui vous a dit salut sans que je le veuille. Donc c'est parti pour la petite vidéo. Désolée si vous l'avez vue, c'est que quelques minutes et ça permet d'introduire le propos. Nous, c'est Olivia, Dylan et Gémilie. On est étudiants en droit et en politique de l'environnement à Sciences Po. Cette année, on mène un projet avec David, un professeur de l'Université de New York qui est spécialiste des pollutions azotées d'origine agricole. Ensemble, on s'intéresse au cas particulier de la Bretagne, où ces pollutions sont rendues visibles par la prolifération d'algues vertes. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour nous aider à porter un message important. On vous explique tout dans cette vidéo. Mais d'abord, c'est quoi au juste ces pollutions azotées? Le lisier ou le fumier issu de l'élevage, ça vous parle? Eh bien, ils sont très chargés en azote, un élément essentiel pour la croissance des plantes et pour la vie tout court. Les agriculteurs en épandent donc sur leurs champs, sous forme d'engrais naturels ou de synthèse. Si tout l'azote épandu était absorbé par les plantes, alors il n'y aurait pas de problème. Mais en fait, il faut savoir qu'environ 50% de l'azote épandu est perdu dans l'environnement et contribue à le polluer. Ces dernières décennies, on a donc complètement bouleversé le cycle naturel de l'azote. Et pourtant, c'est un sujet dont on parle peu, alors qu'il est fondamental. Dès lors, par rapport à ce qu'on vient de vous dire, quand on veut limiter les pollutions azotées, on peut penser à réguler les pratiques des agriculteurs en premier lieu, non? Mais pourtant, attention, cette intuition omet le fait que le système agroalimentaire comprend de nombreux autres acteurs, comme les producteurs de fertilisants, les abattoirs, les distributeurs comme votre supermarché du coin ou encore les consommateurs. En plus, on observe que dans le système agroalimentaire, il y a des pertes directes d'azote à toutes les étapes. Alors, vous vous demandez sans doute quel levier nous, on a identifié pour agir efficacement. Eh bien, c'est celui de l'influence que ces acteurs ont sur les agriculteurs, à travers justement leur fourniture d'engrais, leurs contrats commerciaux, financiers, ou encore tous leurs canaux de communication informels. Par exemple, on pourrait encourager les producteurs de fertilisants à commercialiser des engrais de synthèse plus propres et respectueux de l'environnement. Ainsi, face aux pertes d'azote et aux enjeux de santé publique et d'environnement qu'elles soulèvent, comme c'est le cas en Bretagne avec les algues vertes, nous, on se dit qu'on devrait s'intéresser à réglementer tous ces autres acteurs, et qu'ainsi, on pourrait avoir nettement plus d'impact qu'une réglementation visant les agriculteurs eux seuls directement. Pour porter notre message, en ce moment même, on participe à la concertation citoyenne du 7e programme d'action régionale nitrate sur les algues vertes, et on a besoin de vous. Ce qu'on propose, c'est de s'intéresser à tous les acteurs en interaction avec les agriculteurs, qui ne se limitent d'ailleurs pas aux acteurs de la chaîne agroalimentaire qu'on vient de vous évoquer, mais qui incluent aussi les banques, les assurances, les syndicats, les coopératives, les stations d'épuration et bien d'autres. Par exemple, les syndicats pourraient promouvoir des sessions pédagogiques à destination des actuels et des futurs exploitants pour déployer des pratiques d'épandage plus efficaces et plus écologiques. Alors, si vous aussi, vous pensez qu'il faut élargir la focale et penser le système dans son ensemble pour agir, apportez votre soutien à notre proposition.
Pour en savoir plus, voilà, après, Émilie va donner le lien de la concertation. On voulait vous montrer cette vidéo parce que c'est aussi un point de départ pour notre réflexion. C'est une vidéo qu'on a publiée très tôt dans le projet. Et l'objectif maintenant, c'est de vous présenter la démarche qu'on a suivie pour aboutir à des vraies propositions de mesures concrètes qu'on a publiées ensuite dans notre rapport plusieurs mois plus tard. C'est pour ça qu'on va parler en fait maintenant de la conception des solutions et des outils qu'on a mobilisés. Je vais vous parler en particulier de la théorie CK sur laquelle on s'est beaucoup appuyé. Vous la connaissez peut-être, c'est une théorie qui est née dans les années 90 au Centre de gestion scientifique de l'École des Mines de Paris où j'ai été formée. C'est une théorie qui permet d'explorer l'inconnu de façon méthodique en enrichissant à la fois l'ensemble des connaissances, comme knowledge, c'est l'espace K, et l'ensemble des concepts, c'est l'espace C. Donc ici, vous pouvez les voir représentés. L'espace C, même si c'est le monde de tous les possibles, même si c'est l'endroit où on ne s'interdit rien, il n'empêche que c'est un espace très structuré dans lequel les idées sont représentées et décomposées sous forme d'un arbre. Un arbre des concepts, je vous en présentais un tout à l'heure. Cette structure arborescente, elle permet d'éviter notamment les effets de fixation, c'est-à-dire le fait de proposer des solutions qui sont toujours les mêmes en faisant ce qu'on appelle des expansions. On va essayer de sortir de la catégorie de solutions qui nous viennent instinctivement. Je vais vous donner un exemple pour montrer à quoi ça peut ressembler. Si on essaye de concevoir un chariot intelligent, par exemple, on aura toute une catégorie de solutions qui vont nous venir instinctivement. On aura le chariot de supermarché avec un scanner intégré, le chariot qui roule tout seul, qui se range tout seul, qui se nettoie tout seul. Voilà, on aura tout un tas d'idées en tête. Il n'empêche que toutes ces idées, même si elles peuvent paraître très créatives, ce sont toujours des objets qu'on va pousser dans un supermarché. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme chariot intelligent qui ne soit pas un objet ? On va faire un effort d'expansion, et bien on a tous les chariots intelligents qui sont en fait des services. Quand on pense à ce qu'est un chariot, finalement, c'est quelque chose qui nous permet de transporter des articles qu'on a choisis sans en porter le poids. Du coup, sous forme de service, ça peut tout à fait prendre la forme d'une application qui permet de scanner les codes barres dans un supermarché, associé à un système de livraison à domicile, et on obtient un chariot tout à fait différent, conceptuellement parlant, des chariots sous forme d'objets. Et à ce stade, on voit à quel point l'outil CK se prête bien à notre projet, puisque notre projet, comme l'a dit Dylan, se formule déjà comme une expansion. On essaye de penser la gouvernance des algues vertes au-delà des agriculteurs, au-delà des agriculteurs, au-delà des solutions traditionnelles qui visent à réglementer directement leurs pratiques. Et donc, ainsi, en faisant des expansions, on a une vraie systématique de l'exploration de l'inconnu et on a une garantie de couvrir largement le champ des possibles. Voilà pour l'espace C. Et contrairement au brainstorming, par exemple, qui est une autre méthode de conception, la théorie CK donne une importance fondamentale à l'acquisition et à la structuration des connaissances. Les idées ne viennent pas de nulle part, ce sont des combinaisons de choses qu'on a lues, vues ou entendues. Des connaissances peuvent éclairer certaines idées, enfin faire naître certaines idées, et inversement, des nouvelles idées qu'on génère par expansion peuvent cibler des nouvelles connaissances à acquérir. Donc, il y a un vrai aller-retour entre ces deux espaces de concepts et de connaissances qui vont grossir en même temps et se structurer en parallèle. Alors, comment est-ce qu'on met la théorie CK en pratique ? Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Dans notre groupe, on a suivi des étapes qui sont proches de la méthode dite du KCP, c'est-à-dire une phase de cas de connaissance, une phase de concept et une phase de projet. Donc, dans la première, tous les participants, par exemple, dans un atelier en entreprise qui ne sont pas forcément formés au CK vont pouvoir partager leurs connaissances avec un animateur formé au CK qui va pouvoir donc s'assurer qu'on exploite le maximum des connaissances des participants. Puis, on va essayer de formuler des concepts et surtout de les transformer en projets concrets avec un programme d'action pour l'entreprise ou en l'occurrence, dans notre cas, pour les acteurs de la gouvernance des algues vertes. Très concrètement, dans notre projet, comment ça s'est fait? Et on a commencé par donc faire ce qui s'appelle la constitution du K0. C'est ce que je vous disais, tous les participants, Dylan, David, Jémilie et moi, avons partagé nos connaissances qui sont très différentes. Dylan, donc à ce moment-là, était vraiment passionné par les questions des nitrates dans l'océan et des différents cycles, des différents enjeux au niveau des océans qu'il nous a partagés. Jémilie a tout de suite pensé aux travaux de Michel Calon, dont elle pourra vous parler après sur les coquilles Saint-Jacques. David, au-delà de nous parler de la chimie de l'azote, nous a partagé l'existence des cafés standards. Ce sont des initiatives qui ont été mises en place dans le marché de l'automobile
pour éviter les fuites de gaz à effet de serre. On a évidemment lu la BD Algues vertes. Tout ça pour vous dire qu'au-delà d'un travail de bibliographie classique, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois, on avait des sources de connaissances très différentes du fait de nos différentes formations et appétences, mais on avait aussi en interne des personnes capables d'avoir différentes clés de lecture des différents documents. Certes, Gémilly avait une affinité avec les documents de sociaux, donc c'était intéressant. Et en même temps, c'était intéressant de soumettre à Gémilly des documents plus ingénieurs, etc., pour voir son point de vue sur la façon dont les choses ont été abordées d'un point de vue sociologique. Donc, il y avait vraiment un croisement de grilles de lecture et de regard qui a beaucoup servi et qui nous a permis, en fait, de partir tous sur la même base de connaissances très riche. Alors, dans la théorie CK, l'idée, ce n'est pas du tout que les connaissances restent ainsi, comme elles sont présentées sur ma slide, pêle-mêle en vrac. Il faut absolument les structurer pour qu'on puisse les exploiter ensuite pour passer à la phase de concept. Donc, on fait par exemple des modèles qui peuvent ressembler à des cartographies. La cartographie, c'est un type de modèle en cas. Vous n'avez évidemment pas besoin de lire ce qu'il y a sur la slide, c'est juste pour vous montrer une idée de à quoi ça peut ressembler. Là, en l'occurrence, un modèle des interactions entre les acteurs qui sont soit à l'origine, soit impactés par la question des algues vertes. Tout ça permet de créer un vocabulaire commun autour du problème et de faire des choix de formalisation en fait, des infos, de les prioriser, etc. Là, c'est un autre modèle qu'on a fait sur la chaîne de valeur aval du port, par exemple. Ça, c'est un modèle sur les différents forme de gouvernance qu'il peut y avoir du problème des algues vertes. Je rappelle qu'un modèle n'est pas forcément un visuel. C'est vrai que moi, j'avais une affinité particulière avec les visuels, mais aussi une définition dans un dictionnaire, c'est une forme de modèle de connaissance. Gémilly était beaucoup plus à l'aise au début avec les modèles sous forme de texte, et c'est des modèles tout à fait valables. On peut utiliser ces modèles de plusieurs façons différentes, soit en interne, comme je vous le disais, pour passer à la phase C, mais on peut aussi les soumettre aux différents acteurs qu'on rencontre pour confronter justement notre compréhension des sujets. Il y a des fois où ça peut être très intéressant, il y a des fois où ça peut être tout à fait contre-productif, et on va au contraire essayer de ne pas biaiser les acteurs qu'on rencontre a priori. Et c'est justement ce dont va vous parler Gémilly maintenant. C'est une autre façon d'acquérir de la connaissance que de faire des recherches biblio. Il y a toute la partie de la sociologie qualitative et des entretiens. Donc je laisse la main à Gémilly pour ça. Oui, merci Olivia et bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, comme on vient de le voir, il y a plusieurs méthodes d'acquisition pour vraiment s'ancrer, s'habituer à cet outil qui est celui qu'on ne connaissait pas, nous, avant et auquel tu nous as initiés, Olivia. Et donc, en matière d'acquisition et de structuration de connaissances, assez rapidement dans notre processus de travail collectif, on a décidé de se rendre sur le terrain pour mener des entretiens qu'on pourrait dire exploratoires et ainsi nous enrichir des enjeux et de la réalité à l'œuvre en Bretagne. Donc pour ce faire, on a effectivement épluché toute une littérature grise en amont du terrain, parce qu'un terrain, ça se prépare. Il s'agit vraiment de cartographier, d'identifier quels acteurs on a envie de rencontrer, saisir aussi, avant les échanges, les raisons pour lesquelles on veut les rencontrer, les éventuelles contraintes auxquelles ils sont soumis, et aussi leur potentiel levier d'action. Il faut savoir que cette approche réflexive, elle nous a permis de mettre l'accent sur un constat, parce que, comme David le disait en introduction, aux États-Unis, la gouvernance actuelle se focalise sur les agriculteurs. Nous, on a aussi voulu, par le terrain, essayer de voir si c'était aussi le cas en Bretagne. Et on a donc pu observer par nous-mêmes cette focalisation des agriculteurs, aussi bien dans les différents plans qu'on a lus que dans les applications directives et aussi au cours de nos échanges. On voyait vraiment que dans la sémantique mobilisée par les différentes personnes dans nos entretiens, on voyait cette focalisation prédominante et on a essayé justement au cours des échanges d'essayer de s'en défaire et de voir si d'autres pistes étaient explorables. Donc, du fait de cette politique de ciblage et de cette omission d'autres acteurs impliqués dans ce grand système agroalimentaire, on a décidé de rencontrer un panel très large de parties prenantes lors de notre terrain. Un terrain qui s'est réalisé sur 3 jours en Bretagne au mois de février dernier. Et donc, on a vraiment souhaité que ce panel soit large parce qu'on a décidé de rencontrer aussi bien des agriculteurs, des chercheurs, des membres de collectifs, d'associations, mais aussi beaucoup d'acteurs institutionnels. Et moi, j'ai souvent qualifié les personnes que nous avons rencontrées de pièces d'un puzzle. Parce que c'est vraiment grâce à leurs différents discours, à leurs différentes pratiques et à leurs témoignages qu'on a pu façonner ensuite notre travail. Tu peux passer à la slide suivante, Olivia.
Parce que l'objectif, en fait, de la sociologie qualitative, je ne sais pas si vous y êtes familier, c'est surtout d'essayer de s'imprégner du terrain, s'imprégner des enjeux par celles et ceux qui travaillent sur ce terrain, qui vivent sur ce terrain. C'est ainsi qu'on a décidé, par exemple, de faire un tout petit peu d'observation participante sur les plages de Bretagne, en discutant avec quelques riverains, pour essayer de comprendre comment on vit avec les algues vertes aussi. Et faire tout ça, c'était aussi dans une démarche de quête de légitimité pour nous. Parce que nous sommes voilà, une équipe d'étudiants parisiens. Donc, arriver en Bretagne, c'était pas forcément évident de faire comprendre que notre ambition était assez importante. Donc, voir plus qu'une quête de légitimité, c'était peut-être une quête de légitimation. Il y a vraiment une démarche processuelle derrière ça. Et donc, voilà, essayer de rencontrer un maximum de personnes, prouver aux autres personnes qu'on a déjà parlé avec tel sous-préfet, avec tel chercheur. Ça nous a aussi permis d'ancrer notre rapport dans la réalité aussi bien des enjeux et de garantir le fait qu'il serait écouté et lu. Et puis bien sûr, l'ambition de faire un terrain, c'est que au-delà de lire et de partager des connaissances de littérature grise tout en restant à Paris, c'est de mieux nous imprégner des enjeux sur place par des entretiens. Donc, on qualifierait, je pense que ce qu'on a fait, ça s'apparente à des entretiens semi-directifs. C'est des entretiens par lesquels, quand on sollicite les personnes, on leur expose le thème de l'échange. Voilà, on va parler des algues vertes en Bretagne et des effets de gouvernance. On leur dit un petit peu quelle est notre démarche, mais semi, parce qu'on s'imprègne aussi beaucoup de ce qu'ils vont nous apporter. Et donc, ces rencontres, c'était vraiment pour nous l'opportunité d'enrichir notre réflexion dans la démarche de notre rapport. À notre tour, on a constitué un journal de bord, on a aussi réuni beaucoup de documents de travail, car au-delà du moment de l'entretien, c'était important pour nous de veiller au recueil et à l'utilisation de ce qu'on pourrait appeler notre matériau de recherche, qui était des retranscriptions, des notes sur nos cahiers respectifs. Donc, on a pris quelques libertés vis-à-vis des méthodes de sciences sociales, qui normalement requièrent vraiment une retranscription fidèle des échanges, mais notre objectif consistait principalement, comme tu le disais Olivia, de recueillir un maximum de connaissances et croiser les concepts et enjeux. Et je crois que ça a été assez bénéfique pour notre travail. Parfait, merci beaucoup Gémilie d'avoir fait un zoom sur la question des entretiens. Moi, j'ai vraiment énormément appris au contact de Gémilie. J'avais une méthode extrêmement différente pour mener des entretiens très carrés avec une grille très précise, donc ça m'a beaucoup apporté. Et donc, après toute cette phase de collecte de connaissances, que ce soit par la biblio ou les entretiens, on avait tout naturellement beaucoup d'idées de ce qu'on pouvait faire, soit parce que les acteurs nous avaient soufflé quelques idées, soit parce qu'on les avait lues dans la biblio, parce qu'on avait des échanges aussi entre nous. Et donc, on a couché toutes ces idées sur un tableau blanc. C'est ce qu'on appelle la constitution du C0. C'est quoi nos premières idées? Voilà, elles sont pêle-mêle sur un tableau. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on ne passe pas à côté d'une catégorie d'idées fondamentalement différentes et potentiellement intéressantes? Comme je vous parlais des chariots qui sont des chariots sous forme de service, ça aurait été dommage de n'avoir sur notre tableau blanc que des gouvernances d'algues vertes d'un certain type et pas d'autres. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on structure ces idées, comment on les priorise, voilà, est-ce qu'on peut mettre un peu d'ordre dans tout ça pour vérifier qu'on ne passe pas à côté de choses intéressantes. Et c'est là que la théorie CK nous est de nouveau venue en aide. À travers ce qu'on appelle la réalisation d'un arbre de contrôle. Donc, vous n'avez encore une fois pas besoin de lire ce qu'il y a dans l'arbre, c'est beaucoup trop petit et beaucoup trop flou d'ailleurs. C'est plus pour moi pour vous montrer à quoi ça peut ressembler et vous guider un peu dans la façon dont il se lit, comment il est structuré, comment on s'en sert. C'est moi qui l'ai réalisé en tant qu'animatrice de notre KCP, mais on aurait très bien pu faire d'autres arbres, d'autres partitions. Voilà, c'est un arbre parmi d'autres qui auraient pu être réalisé. Donc, comment est-ce que ça se passe? Tout en haut, on a notre C0, donc notre concept initial, une gouvernance efficace des nutriments ou des algues vertes en Bretagne. Donc, c'est notre concept qui ensuite peut se décliner, se préciser selon plusieurs voies conceptuelles. Donc, on a des embranchements. Comme je vous parlais, d'un côté, les chariots sous forme d'objets, les chariots sous forme de services. On peut faire ce même genre d'embranchement ici. Donc, ce sont les différentes bulles blanches qui font les différents chemins conceptuels. Et chaque voie peut être illustrée par des idées concrètes de mesures à mettre en place. Et ces petites idées sont représentées sous forme de carrés jaune ou vert. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que tous les petits rectangles orange étaient sur le tableau, jaune, pardon, étaient sur le tableau que je vous ai présenté avant. Donc, c'est les idées qui nous sont venues naturellement après la phase de K0.
toutes les petits carrés verts, en fait, ce sont les idées de mesures qui sont venues en faisant cette démarche méthodologique d'expansion, comme je vous ai expliqué, à travers la méthode CK, et cette systématique d'exploration de l'inconnu. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que utiliser la méthode CK nous a permis à la fois d'identifier des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant, et aussi de nous garantir qu'on avait couvert largement le champ des possibles. Voilà, bien sûr, c'est une démarche qui peut être poussée, améliorée. Le travail autour du CK, souvent il y a plusieurs arbres, c'est un travail de longue haleine. Mais déjà, avec un premier arbre, on peut voir qu'il y a aussi un apport de cette méthode à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a dans l'arbre, quelles sont les idées qu'on a évoquées, et comment on les a structurées, enfin comment moi je les ai structurées. Je vais commencer par la gauche, puisque c'est en général comme ça qu'on lit un arbre. On classe toutes les solutions les plus classiques, on va dire, à gauche, et les solutions qu'on considère les plus innovantes, les plus en rupture sur la droite. Donc, pour une gouvernance efficace des algues vertes en Bretagne, évidemment, on aura toute la catégorie des solutions qui sont dites plutôt curatives. Donc, on ne va pas essayer de réduire les fuites d'azote en Bretagne. On va essayer de pallier donc, les effets du problème. Et donc, on va avoir évidemment toutes les solutions qui consistent à ramasser les algues en Bretagne. Ça a été mis en place évidemment très vite. Mais il y a aussi les solutions qui peuvent viser à éviter l'échouage. C'est une autre voie conceptuelle. Donc, on va par exemple mettre une barrière flottante, comme ça peut être le cas pour le plastique dans l'océan dans l'océan Pacifique. On met une barrière pour éviter que les algues ne s'échouent. On peut aussi modifier la forme des côtes bretonnes. On peut bétonner toute la Bretagne de sorte qu'elle soit toute lisse et qu'il n'y ait plus cette forme d'algue verte, enfin cette forme de baie algue verte si caractéristique qui fait qu'en fait la pollution est visible à ces endroits alors qu'en fait elle est partout. On peut essayer d'éviter la prolifération des algues vertes aussi avant qu'elles ne se multiplient en, par exemple, les pêchant en hiver alors qu'elles sont encore peu nombreuses. Donc, ça demande de délivrer un permis de pêche, etc. Donc, dans ces solutions curatives, il y a aussi des solutions très créatives qui peuvent paraître folles. En tout cas, il n'empêche que ce ne sont que des solutions qui visent à pallier les effets du problème. Donc, il y a toute une autre catégorie de solutions qui visent cette fois à réduire les pertes d'azote dans l'environnement. Donc ça, c'est tout ce qui n'est pas dans la bulle violette dans l'arbre. Et il y a différentes choses qu'on peut faire pour réduire les pertes d'azote. D'une part, on peut miser sur l'efficacité de la production alimentaire. Donc dire, on va garder le même système de production, mais on va essayer de le rendre plus efficace de sorte que pour une même quantité de nourriture, on ait moins de pertes d'azote. C'est une chose, je vais y revenir. On peut aussi miser sur la sobriété, c'est dire, on va réduire la production alimentaire en faisant l'hypothèse voilà, un peu simpliste, mais pas si fausse, que si on produit moins, il y a moins de pertes d'azote dans l'environnement. Donc, dans cette bulle verte, on va avoir toutes les solutions qui visent à réduire la taille du cheptel ou, si ce n'est le réduire, le redistribuer de sorte que localement, il y ait moins de têtes de bétail en Bretagne, qu'il y ait moins de pertes en Bretagne. Voilà, pour vous donner quelques idées. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail des solutions misant sur l'efficacité de la production. Vous avez vu qu'il y en a pas mal. On va retrouver toutes les solutions qui ont déjà été mises dans les plans de lutte contre les algues vertes, les PLAV historiquement, les solutions qui visent à réglementer directement les pratiques des agriculteurs, donc installer une bande entre les champs et les rivières pour pas que, une bande dans laquelle il n'y a pas de culture, de sorte qu'il n'y ait pas de fuite d'azote dans les cours d'eau, réduire la période d'épandage, voilà, on va trouver tout ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une catégorie de solutions, on peut trouver des idées folles ou créatives. Là, je peux vous parler par exemple de cette idée qu'on avait trouvée. Donc ça, ce que vous voyez, c'est un masque pour vaches. C'est une solution qui est envisagée pour lutter contre le dérèglement climatique. Vous savez que le méthane contribue beaucoup au dérèglement climatique. Donc, il y a toute une solution qui dit on va faire porter des masques aux vaches pour éviter que le méthane ne s'échappe dans l'air. On pourrait imaginer des couches pour vaches, voilà, pour éviter que les nutriments partent dans l'environnement. C'est un exemple de pont qu'on peut faire entre des connaissances qu'on a acquises en faisant des recherches d'un côté et le C. Voilà, c'est ce genre de lien qu'on fait quand on fait du CK. Donc, le problème de ces solutions, c'est pas qu'elles sont pas créatives, c'est qu'elles visent directement les agriculteurs. Et on pense que, comme vous l'a expliqué David, on a fait un peu le maximum de ce qu'on pouvait faire via cette stratégie. Donc, on cherche d'autres voies conceptuelles. Il y a évidemment la voie qui consiste à miser sur l'influence que d'autres acteurs peuvent avoir sur les agriculteurs. C'est l'idée qu'on avait originellement et qu'on a présentée dans la vidéo. Donc, Émilie a déjà donné quelques exemples. On pourrait rajouter, par exemple,
les différentes compagnies d'assurance, on pourrait exiger des compagnies d'assurance qu'elles offrent un tarif privilégié pour les acteurs, pour les agriculteurs qui ont des pratiques plus vertueuses. Comme ça, on a un levier économique qui passe par les assurances. Voilà, c'est toute cette idée que vous a présentée Jémilie dans la vidéo. Il y a aussi d'autres choses qu'on a trouvées en utilisant le CK ou en faisant notre recherche de connaissances. C'est les solutions qui misent sur le contexte dans lequel les agriculteurs prennent les décisions. Donc, on ne chercherait pas à utiliser l'influence d'autres acteurs, mais on rappelle par exemple que les agriculteurs ont très peu de marge de manœuvre pour fixer les prix, que ce soit des intrants qu'ils utilisent ou des produits qu'ils vendent. Et donc, si on envisage des solutions, par exemple, qui consistent à réduire la taille du cheptel, ils n'ont pas de moyens d'augmenter le prix par tête et donc de garantir qu'ils pourront faire leur transition, ou ils n'ont pas les moyens de gérer des prix qui leur permettent de faire la transition d'un système de culture plus durable. Donc, on peut imaginer changer le contexte dans lequel ils prennent leurs décisions, le contexte économique, pousser par exemple à la contractualisation, comme ça a été fait dans le domaine du lait, changer le droit rural aussi, c'était quelque chose qu'on a envisagé. Il y a des choses qui peuvent permettre en fait de donner plus de marge de manœuvre aux agriculteurs, notamment quand ils fixent leur prix, ou aux propriétaires quand ils choisissent l'exploitant qui sera sur leur terre. Il y a aussi toutes les solutions qui n'impliquent pas du tout que les agriculteurs fassent un changement. Du coup, on va miser sur d'autres acteurs, pas sur leur influence, mais sur leur technologie, par exemple. Donc, on aura les solutions qui imposent des standards d'efficacité aux producteurs de fertilisants, de sorte que les fertilisants soient beaucoup plus efficaces, qu'ils ne perdent pas. On pense aux fertilisants avec des polymères, par exemple, pour qu'ils marchent mieux et qu'il y ait moins de pertes vers l'environnement. On peut aussi imaginer des OGM qui absorbent mieux le nitrate. On peut imaginer des vaches OGM qui ne font pas d'excréments. Voilà, on peut vraiment imaginer plein de choses dans cette catégorie de solutions. Et donc, comme je vous disais, on est dans l'espace C, on ne s'interdit rien. Il n'empêche que là, on a un ensemble structuré de solutions avec une grille de lecture qui peut nous permettre de faire des choix. Notamment, on savait qu'on ne voulait pas se tourner vers les solutions curatives, par exemple, parce que ça ne correspondait pas à notre message. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce qu'on va proposer demain au sous-préfet Algues Vertes. Et Jémilie et Dylan vont vous présenter maintenant comment est-ce qu'on a sélectionné les bonnes idées, selon nous, comment est-ce qu'on les a articulées et quelles étaient tout simplement ces solutions. Voilà, donc là, on rentre vraiment dans la phase P qu'introduisait tout à l'heure Olivia, et comment on a choisi nos 9 propositions de mesures. Déjà, et là, donc je recoupe avec les entretiens dont je parlais juste auparavant, c'est vraiment essentiel pour nous que toutes les propositions qu'on fasse, elles collent au terrain et elles collent aux discussions que nous avons eues avec les différentes parties prenantes. Donc, il faut savoir que ces 9 propositions de mesures que Dylan va brièvement introduire tout à l'heure, elles ont vraiment émané des échanges et bien sûr de nos discussions entre équipes post-entretien. Elles sont toutes dans notre arbre et voilà, elles sont, on l'estime, assez proches de la réalité afférente des algues vertes en Bretagne. Et donc nous, l'objectif avec ces propositions, c'était d'une part qu'elles soient facilement appropriables. C'est pour ça qu'on a publié par exemple notre vidéo dès novembre, qui a quand même un contenu assez pédagogique pour que ce soit accessible. Et c'est pourquoi aussi on a construit notre rapport avec des fiches. Chaque proposition a une fiche avec des tableaux assez synthétiques pour que tout un chacun puisse vraiment se saisir de nos propositions. Ça, c'était d'abord une dimension essentielle pour nous. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'un champ de la sociologie que Olivia a introduit tout à l'heure et qu'on pourra reparler après si vous voulez, recommande aux chercheurs. Ça s'appelle la sociologie de la traduction. Rendre accessible son savoir et ne pas faire que notre rapport reste lettre morte. Et donc, dans cette perspective de recevabilité de notre travail, on a adopté une approche qui consistait aussi à envisager les impacts auxquels pourraient se heurter nos propositions. C'est une méthodologie que j'ai découverte dans un de mes cours à Sciences Po et qu'on a très vite réussi à mobiliser pour notre travail collectif. Ça s'appelle l'Impact Gap Canva. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un outil par lequel, en fait, on cherche à anticiper tous les potentiels effets délétères de nos voies conceptuelles. Toutes les voies conceptuelles qu'Olivia vient de vous introduire,
certains, et la plupart d'ailleurs, eh bien, ont des effets négatifs lorsqu'elles sont implémentées. Nous, on a essayé justement, dans cette démarche d'enrôlement et d'investissement, comme on peut le lire ici à l'écran, d'envisager quels seraient ces potentiels effets négatifs. Je vous ai pris 2 exemples pour vous illustrer cette méthodologie. On peut passer à la prochaine slide. Donc, généralement, on commence par un challenge mapping. Ici, on va prendre l'exemple, Olivia, je veux bien que tu... Ouais, merci. On va prendre l'exemple du fait qu'il y a trop de bétail dans les exploitations bretonnes. C'est ce qu'on nous a dit souvent. Il y a 3 fois plus de porcs en Bretagne, par exemple, que d'habitants humains. D'accord, ça c'est notre challenge auquel on se confronte. Ensuite, on va proposer une solution. Une solution qui est très plébiscitée, qui revient très régulièrement au cours des différents entretiens, c'est la réduction du cheptel. On va donc réduire le cheptel. D'ailleurs, les Pays-Bas ont fait ce choix récemment de réduire d'1 tiers leur cheptel pour limiter les pollutions issues voilà, des élevages. Le problème, c'est qu'une réduction de cheptel, ça cristallise beaucoup de tensions. Et ça omet aussi le fait que si on reste sous le modèle business as usual, eh bien, la rémunération des éleveurs, qu'est-ce qu'il va en arriver? Comment rendre viable cette trajectoire pour les agriculteurs? Ça, c'est vraiment typiquement un impact gap. Ce n'est pas une proposition qu'on a suggérée dans notre rapport, puisqu'on considère que voilà, elle revient souvent et en plus, elle s'attaque directement aux pratiques des agriculteurs. Mais je trouvais que c'était un bon exemple d'illustration de ce qu'était l'impact gap, de ne pas tout de suite implémenter voilà, une politique publique, mais de bien envisager quels seront ses effets. Deuxième exemple qui, là, est directement issu de notre rapport. Donc là, le challenge mapping, c'était le fait que l'empreinte azotée des produits, elle n'est pas reportée aujourd'hui sur le prix de vente. C'est le même prix, c'est la même taxe en fait qui est appliquée aussi bien à une viande qu'à un légume. Nous, on trouvait que c'était dommage et donc une des solutions qu'on propose, c'est d'appliquer une TVA différenciée selon justement l'empreinte azotée des produits. Mais tout de suite, moi quand j'ai entendu parler de TVA, je me suis rappelé de certains articles de sciences sociales qui disent que la TVA n'est pas forcément un outil juste, parce qu'en fait, un outil, la TVA, elle s'applique à tout le monde de la même manière, et elle risquerait peut-être d'être difficile à recevoir pour les ménages les plus précaires, dont une large partie des revenus est directement dédiée à la consommation directe. On a donc essayé de compenser cet impact gap en proposant par exemple qu'il y ait des TVA différenciées aussi pour des produits type légumes, etc. Et donc que finalement la TVA plus élevée sur la viande soit compensée par une TVA réduite sur d'autres produits. Donc voilà un petit peu la démarche qui a été la nôtre, très systémique, très expansive, en essayant aussi de penser les enjeux de chacune des propositions que nous avons faites et que Dylan va maintenant vous présenter. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref du coup, mais on vous mettra bien sûr le lien de notre rapport si vous êtes curieux et curieuse pour aller lire et explorer justement ces propositions. Dans tous les cas, ce sera beaucoup plus détaillé que ce que je pourrais raconter à l'oral. Donc je veux bien que tu passes à la prochaine slide, s'il te plaît, Olivia. Donc on a fait 9 propositions de mesures qui du coup affectent les différents acteurs du monde agroalimentaire, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Et je veux bien que tu passes à la prochaine slide, s'il te plaît. Et elles vont être lues en fait en interaction les unes aux autres. Donc parmi tous ces acteurs, en fait on vous les a tous déjà présentés. Donc je vais prendre les quelques minutes qui restent sur les propositions. En commençant par le premier paquet, on va les présenter par paquet, qu'on a appelé « Embarquer les acteurs et actrices au-delà de la ferme », dans lequel du coup la première mesure, c'est d'encadrer la vente et le conseil d'engrais azotés. Ouais, parfait. Et du coup, pour cela, on souhaite réviser le système de rémunération des fournisseurs et des conseillers agricoles, puisqu'aujourd'hui, il y a une corrélation, en fait, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui vendent et qui font du conseil auprès des agriculteurs au niveau des engrais azotés, ce qui, pour nous, du coup, crée un problème en termes d'enjeux, puisque, du coup, les personnes vont être motivées à vendre toujours plus et donc ne pas prendre en compte les pollutions azotées. Donc, on a cette ambition de décorréler. La deuxième mesure, appliquer une TVA différenciée selon l'empreinte azotée des produits, c'est ce qu'a présenté Gémily. Ça peut être du coup l'augmenter par exemple sur la viande, mais la réduire sur les légumineuses, afin que les personnes s'y retrouvent au niveau des apports nutritionnels et d'encourager à une consommation qui soit plus respectueuse de l'environnement, moins impactante. Et la troisième, c'est défendre que les obligations de vigilance des entreprises intègrent la prévention des pollutions azotées. Là, on va s'appuyer sur un texte de loi qui est
qui est la loi sur le devoir de vigilance. Et en fait, vu que c'est une loi qui est assez floue, qui ne délimite pas clairement les limites de ce devoir de vigilance, on proposait de publier un document qui permet de clarifier ça justement pour tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Et pour résumer ce paquet, puisqu'en fait, nous, on souhaite que les mesures soient lues en interaction les unes aux autres, parce qu'elles sont complémentaires, l'objectif de ce paquet, ça va être d'embarquer vraiment les acteurs en amont comme en aval des agriculteurs. Donc, on a en amont avec la vente et le conseil des engrais azotés et en aval avec la TVA qui va impacter plus les consommateurs et le devoir de vigilance plus au niveau des entreprises. Le second paquet qu'on a décidé d'appeler la transition en pratique, il a aussi 3 mesures, dont la première est de mobiliser le bien-être animal comme levier. Donc là, on propose 2 mesures à l'intérieur en partant du principe que le bien-être animal implique, dans la plupart des cas, une plus grande surface d'élevage par tête, ce qui peut contribuer à réduire la pression azotée sur un même territoire. Et donc là, on proposait 2 choses. D'abord, côté offre, un meilleur programme d'investissement pour améliorer les infrastructures des agriculteurs. Donc là, qui serait par exemple subventionné par l'État, mais on a fait plusieurs propositions au niveau de qui est-ce qui pourrait subventionner ça. Et côté demande, un étiquetage obligatoire au niveau du produit fini quand on va au supermarché, afin que les consommateurs puissent se saisir du sujet et pouvoir acheter des produits qui soient plus respectueux du bien-être animal, si c'est un enjeu qui leur importe. En deuxième lieu, on a tout ce qui est autour de l'entretien du bocage breton pour limiter les fuites d'azote, puisqu'aujourd'hui, on a la prise en charge totale des frais de plantation du bocage breton. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que du coup, ça motive des agriculteurs pour le planter. Mais ensuite, vu qu'il n'y a pas de soutien au niveau de l'entretien du bocage breton, ou en tout cas pas suffisamment, je simplifie un petit peu, mais vu qu'il n'y a pas suffisamment de soutien à l'entretien, il y a beaucoup de zones dans lesquelles le bocage breton est laissé à l'abandon et il ne joue plus ce rôle de filtre, entre guillemets, pour limiter les fuites d'azote entre les champs et les cours d'eau. Et enfin, en troisième lieu, on a fait une proposition également pour valoriser les effluents d'élevage pour éviter le surépandage. L'idée, c'est qu'en créant un marché des effluents d'élevage breton, en créant une mise en contact facilitée entre les producteurs et les acheteurs, on va valoriser ce produit qui, aujourd'hui, dans certaines zones, est simplement épandu en excès parce que ça coûte trop cher, ou bien les agriculteurs n'ont pas le temps de s'en occuper pour, par exemple, le vendre ou, par exemple, l'étendre sur un champ qui va être plus loin. Et du coup, ça va amplifier les fuites d'azote. Et donc, du coup, nous, ce qu'on proposait, c'est de créer ce marché pour faire l'inverse, justement. Et l'objectif, du coup, c'était... du coup, ces 3 mesures sont complémentaires. Donc, on réduit les fuites d'azote au niveau du champ, tout en soutenant les agriculteurs dans leur transition via des moyens indirects, en mettant en avant des pratiques moins polluantes via le bien-être animal, en réduisant les fuites d'azote via la valorisation du bocage breton et en donnant une valeur économique aux effluents d'élevage afin que leur gestion soit plus intéressante. Donc, on est vraiment à toutes les étapes, donc avant que ce soit épandu, au moment où c'est épandu, et aussi juste réduire... essayer de faire en sorte que, grâce au bien-être animal, il y ait moins de pollution tout court. Et enfin, le dernier paquet, qui est sur les mesures transversales de financement et de suivi. Ce paquet va permettre d'accompagner et de former tous les agriculteurs afin de répondre au mieux aux enjeux spécifiques de l'azote dans l'agriculture. La première mesure, c'est de financer l'agriculture en transition en s'appuyant sur le crédit impôt recherche, en reconnaissant le statut de paysan-chercheur pour les agriculteurs qui mettent en place des méthodes innovantes afin de les soutenir avec un financement spécifique qui viendrait appuyer cette transition agricole que certains mettent en place par eux-mêmes sans être reconnus par l'État, sans avoir de fonds dédiés. La deuxième mesure va s'appliquer plutôt sur les agriculteurs en exercice, en leur permettant un accompagnement transversal qui peut être fait par différents acteurs qu'on détaille également dans la mesure, pour renverser la charge de la formation, non pas dire que, en gros, c'est aux agriculteurs d'aller se faire former, mais plutôt d'imposer en fait une formation qui soit subventionnée, soit par les chambres d'agriculture. Enfin, on a détaillé ça dans le rapport, et donc tout ça pour encourager des synergies et des meilleures pratiques.
Et enfin, pour les nouveaux agriculteurs, les agriculteurs en devenir, également une mise en place de dispositifs de formation communs, donc pour tous les nouveaux agriculteurs et agricultrices, à propos des enjeux de pollution nitrate à la ferme, puisque lorsqu'on avait exploré justement ces parcours de formation, on avait identifié qu'il y avait un enjeu à ce niveau-là. Et voilà, je rends la main à Gémilie et Olivia pour conclure. Merci Dylan. Avant de laisser Gémilie conclure, juste un tout dernier retour sur notre arbre de contrôle que vous connaissez. Ici, j'ai reporté les différentes mesures que vous avez présentées, Dylan, juste pour vous montrer que nos différents paquets balayent l'arbre en fait de façon assez large. Une des grandes questions qu'on se pose quand il y a des nouvelles mesures de gouvernance, c'est comment est-ce qu'elles sont conçues, est-ce qu'elles ont bien pris en compte tous les paramètres, toutes les voies conceptuelles possibles. Ici, on a une garantie via l'arbre CK qu'on a couvert un large champ des possibles et comme vous le voyez, si on réimagine les bulles que j'avais mises avant, en fait, les packages se croisent entre eux, ce qui est assez intéressant dans l'articulation des solutions pour compenser justement l'impact gap que vous avez présenté, Gémilie, et je la laisse conclure tout de suite. Oui, voilà, donc toujours dans notre quête d'accessibilité et d'appropriation de notre rapport, on a souhaité non seulement donc, faire parvenir à toutes les parties prenantes qu'on a rencontrées, mais aussi voilà, à une multitude de personnes notre rapport en tant que tel. Donc là, on envoie sa couverture. Mais on a aussi organisé un webinaire en juin dernier, auquel on était vraiment ravis de réunir une 60aine de personnes qui avaient des activités plurielles, qui avaient des prises différentes sur le sujet. Et au cours de ce webinaire, à nouveau, on est revenu sur le prisme et la démarche qui était eh bien, les nôtres qu'on a empruntées et on a succinctement présenté nos 9 propositions et bien sûr les articulations qui les animent. Il y a eu des articles de presse qui sont parus et qui se sont saisis de notre publication. Donc pour nous, c'est un succès, c'est la preuve que notre publication a été lue, reçue. Il y a Port Mag, par exemple, qui a écrit un article à propos de notre projet. Il a un regard assez critique, vous pourrez aller le voir si ça vous interroge. Mais quoi qu'il arrive, pour nous, c'est une victoire. Et donc en conclusion, le travail pluridisciplinaire qu'on a mené, le vrai langage inter-recherche, inter-outils qu'on a essayé de mobiliser, il s'est montré vraiment favorable pour notre projet et pour sa réception. Il nous a vraiment permis de nous confronter à de nouveaux outils, comme le disait Olivia. Voilà, moi, au début, je n'étais pas habituée à ces présentations sous forme de modèle. Maintenant, ça y est, je suis conquise. Donc, c'était vraiment tout à fait complémentaire. Et puis, ils nous ont permis de vraiment coller à la réalité du terrain, à la réalité des enjeux. Et ça, c'est tout à fait essentiel quand on mène une recherche. Et puis, bien sûr, ça nous a aussi permis de proposer de nouvelles pistes de gouvernance, tout en se rapprochant de ce qu'est ce concept même de la gouvernance, puisque en sciences sociales, il est souvent conçu comme autant de formes de l'action collective et des formes de la coordination. Et je crois que c'est tout à fait ce à quoi on s'est attelé pendant toute cette année universitaire et qu'on poursuit aujourd'hui. Et je voulais juste finir par cette citation de Virginia Woolf qui nous a beaucoup animés. Et c'est assez symbolique de finir avec cette citation, puisque, encore une fois, c'est interdisciplinaire, puisque là, on va chercher dans la littérature féministe du début du XXe siècle. Mais elle disait que la meilleure façon d'aider à prévenir les risques, c'était pas de répéter vos mots et de poursuivre des méthodes, mais de trouver de nouveaux mots et créer de nouvelles méthodes. Et je crois que ça a été notre travail et notre réussite. Voilà. Maintenant, on peut recevoir toutes vos questions si vous en avez, et merci pour votre attention.